Bienvenue sur Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Alioune Ndiaye. Alioune Ndiaye est ancien directeur de la météorologie nationale, ancien directeur régional pour l'Afrique à l'Organisation météorologique mondiale. Et Alioune Ndiaye, vous le savez bien, peut-être beaucoup d'entre vous ne le savent pas, a été membre du prix Nobel de la paix. Il a son diplôme du prix Nobel de la paix. Eh bien oui, vous avez bien entendu, prix Nobel de la paix dans l'équipe qui avait été dirigée par l'ex-vice-président américain Al Gore. C'était en 2007, il y a cela bientôt 7 ans. Alioune Ndiaye, merci d'avoir accepté notre invitation sur Question Directe. Quand on parle d'un Sénégalais qui est diplômé d'un prix Nobel de la paix, beaucoup de Sénégalais ne savent pas. Pourquoi? Merci M. Diop. Moi je pense que pourquoi ils ne savent pas, je ne sais pas trop. Je pense que nous avons essayé de faire les uns et les autres ce qu'on devait faire sur le plan national, sur le plan international. À certains, ça a valu des diplômes, ça a valu des distinctions. Bon, comment ça a été véhiculé maintenant sur le plan national, je ne sais pas trop. Mais je sais que c'est arrivé. Nous ne l'avons peut-être pas particulièrement cherché. C'est arrivé et d'autres Sénégalais aussi ont été brillamment distingués dans beaucoup d'autres domaines. Et puis voilà où nous en sommes. Bon, c'est peut-être la première fois ou la deuxième fois qu'on en parle un tout petit peu au niveau des médias. Et j'avoue que je voudrais personnellement vous remercier de m'avoir invité à participer à votre émission, qui à mon avis prend une tournure qui coupe beaucoup avec ma vision des choses. Parce que je pense qu'il est important quand même que les Sénégalais, particulièrement la jeunesse sénégalaise, soient édifiés sur certaines questions nationales et internationales qui sont d'importance pour le développement de l'Afrique et de notre pays. Mais ce qui frappe dans ce pays au Sénégal, comment un Sénégalais est-il pu être membre de l'équipe de l'ex-président américain, vice-président Al Gore, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2007, que beaucoup de Sénégalais ne soient pas au courant de cette information? C'est quand même extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce que de toute façon... Et puis je voudrais quand même cadrer cela. Comment c'est arrivé? Ce fait que moi et d'autres Sénégalais soient inscrits dans ce prix Nobel de la paix. Le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'étude du climat, et, si vous voulez, c'est un groupe qui recense tout ce qui a été fait en matière de sciences, en matière de technologie, en matière de recherche sur le climat et notamment sur ce qu'on appelle aujourd'hui les changements climatiques. Donc ce n'est pas forcément des gens qui sont assis, qui sont en train de faire de la recherche. C'est un groupe qui fait plus ou moins une sorte de compilation de tout ce qui a été fait. Et le GIEC est organisé de façon à ce qu'on sort des rapports qui sont donc véhiculés au niveau des gouvernements, qui sont étudiés, analysés et ramenés au niveau du GIEC pour éventuellement être validés ou ne pas être validés dans un sens ou dans un autre. Alors ce GIEC-là, il est en fait dirigé par une assemblée générale. Et les représentants de ce GIEC ne sont pas forcément des personnes physiques, individuelles. Le GIEC c'est des gouvernements qui sont là. Et j'ai donc eu à participer au niveau de ce GIEC-là. J'ai représenté en son temps le Sénégal. J'étais directeur de la météorologie nationale et j'étais expert sénégalais dans ce cadre-là aussi. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce groupe-là. Alors, l'Assemblée générale élit un bureau. Et dans ce cadre-là aussi, j'ai été vice-président du groupe 2, et membre donc de ce bureau-là. Et j'ai travaillé pendant de longues années en cette qualité dans ce GIEC-là. Et c'est par la suite que le prix Nobel a été attribué à Al Gore et au GIEC. Alors maintenant, l'Assemblée générale et les membres du bureau du GIEC ont estimé qu'il y a certainement des personnes, des individus qui ont eu un apport considérable et remarquable pour que le GIEC puisse être attribué le prix Nobel de la paix en même temps qu'Al Gore. J'ai eu la chance d'être parmi ceux-là qui ont été identifiés comme tels. Et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et vous avez apporté l'expertise sénégalaise dans cette distinction mondiale? Disons que j'ai apporté l'expertise africaine, l'expertise sénégalaise si vous voulez, parce que je suis africain, je suis sénégalais.
Mais disons que c'est une expertise mondiale, parce que tout cela s'est fait dans un cadre absolument orienté, où il y a beaucoup de synergie. On n'identifie pas forcément qui est sénégalais, qui est américain, qui est autre. Évidemment, quand les gens, les uns et les autres, interviennent, comme je l'ai dit au départ, c'est les États qui sont là, on sait que c'est un Américain ou c'est un Sénégalais qui intervient dans un sens ou dans un autre. Mais l'esprit fondamental, c'est que ce soit un travail collégial, où tous ceux qui peuvent contribuer de façon remarquable à identifier les problèmes, la problématique des changements climatiques et apporter éventuellement des solutions, puissent être recensés dans ce cadre-là et puissent travailler ensemble. C'est comme ça que nous avons travaillé ensemble. Et j'ai été, comme je l'ai dit, membre donc du bureau de ce GIEC-là. Et par la suite également, il y a eu beaucoup d'autres Sénégalais qui ont participé fortement dans les travaux du GIEC, qui ont également été nominés dans ce même cadre-là. J'ai en souvenance le docteur Sarr, qui est à la météo, le professeur Gaï, qui est à l'université de Dakar, Madame Isabelle Diop, qui est également à l'université de Dakar, qui est professeure. Donc, des gens qui ont fortement également travaillé pour le Sénégal dans ce cadre-là. Et aussi, ils ont reçu le diplôme de prix Nobel de la paix. Tout à fait, tout à fait. Et apparemment, les Sénégalais ne sont même pas au courant de ces informations. Je ne pense pas, je ne pense pas. Et je pense que c'est quand même important qu'on puisse, à un moment donné de l'histoire de notre pays, stigmatiser quand même ces moments-là, parce que c'est important. C'est des Sénégalais qui ont été retenus dans ce cadre-là, qui ont fait quand même un travail. Il y a eu des Sénégalais qui ont fait beaucoup plus que ça, certainement. Certainement. Qui ont apporté leur expertise très élevée dans d'autres domaines, qui ont eu des distinctions extrêmement élevées également de cette nature-là. Mais je dis qu'à un moment donné de notre histoire, il est important, ne serait-ce que pour notre jeunesse. Pour notre jeunesse. Qu'ils se disent que c'est possible que des Sénégalais, c'est possible que des Africains arrivent à des niveaux élevés, qui puissent être distingués sur le plan international comme représentants de leur propre pays qui est le Sénégal. Et croyez-moi, il m'est arrivé dans ce même cadre-là, au niveau déjà de l'Organisation météorologique mondiale où j'ai travaillé, il m'est arrivé une fois d'être interpellé parce qu'il y a une institution qu'on essaie de mettre en place et j'ai été interpellé, en ce moment comme directeur régional pour l'Afrique. J'ai été interpellé par notre groupe de chercheurs là-bas, de grands scientifiques. Ils m'ont dit, mais est-ce qu'en Afrique, il y a des scientifiques de haut niveau qu'on pourrait mettre dans ce qu'on est en train de faire? J'étais un peu choqué. J'étais même, parce que pour moi, c'était même à la limite insultant. Alors j'ai dit, bon, écoutez, donnez-moi 15 minutes. Je n'ai pas dit donnez-moi 1 heure de temps, ni 2 jours. J'ai dit donnez-moi 15 minutes et je vous donne une liste de gens qui sont absolument valables pour faire ce travail-là. En 15 minutes, j'ai appelé. J'ai pris ma liste d'adresses. J'ai appelé au Niger, j'ai appelé au Sénégal, j'ai appelé dans d'autres pays. J'ai eu des noms, j'ai eu des numéros de téléphone. Je leur ai donné. Et croyez-moi, l'une de ces structures sur le plan mondial a été dirigée pendant longtemps, jusqu'à présent elle est là-dedans, par une dame qui est là. Elle est à la météo, une Sénégalaise, qui a brillamment travaillé là, qui a été à un moment donné vraiment ma fierté dans ce cadre-là. Mais pourquoi ce silence autour de ces distinctions qu'obtiennent les Africains et les Sénégalais? Est-ce que c'est la presse, nous qui ne faisons pas notre travail comme on doit le faire, je pense que vous savez... Ou bien est-ce qu'il y a, politiquement, les gens essaient de ne pas vous faire connaître parce qu'ils ont peur que les scientifiques et les Sénégalais ne soient connus? Non, je ne pense pas, fondamentalement. Je sais que la problématique des changements climatiques, on en parle beaucoup. De plus en plus maintenant et de mieux en mieux maintenant. Mais il y a de cela quelques années, et de quelques années, c'est déjà dans les 7 ans dans lesquels cette affaire a été faite, tout le monde surfait là-dessus, sans pour trop savoir ce que c'était en réalité. Donc les gouvernants, même certains scientifiques, n'étaient pas forcément dans cette mouvance-là des changements climatiques. On en parlait dans certains cercles, dans certains milieux, mais ce que ça voulait fondamentalement dire, ce n'était pas évident pour certains. Quand on leur disait que échauffement de la terre, échauffement de ceci, les mers qui vont augmenter, le niveau de la mer qui va augmenter. Ce n'était pas des choses évidentes pour certains. Donc on ne parlait pas de cela au quotidien. C'est peut-être ça aussi qui a contribué au fait que bon, on ne lui a pas donné la valeur. Et pour corroborer un peu ce que je suis en train de vous dire, vous savez, si j'ai bonne mémoire, c'était aux environs de 2001 ou 2002.
il y a eu une conférence qui a été faite au Méridien, si je ne me trompe pas. J'y ai participé avec d'autres ministres, dont le ministre des Finances en son temps-là. On voulait rehausser un peu la météorologie nationale et l'aviation civile. Et je me souviens, j'ai eu à dire à ce niveau-là, parce qu'il fallait aussi marquer les esprits pour qu'ils comprennent de quoi on parle en son temps-là. J'étais en ce moment le directeur de la météorologie nationale. J'ai eu à dire, vous savez, il y a des choses qui sont en train de se passer ici au Sénégal. C'est des choses auxquelles on ne donne peut-être pas toujours leur valeur réelle. On les prend comme étant de simples épiphénomènes et qui ne sont pas forcément liés les uns les autres. Je leur disais, est-ce que vous savez où c'est la pointe de Sangomar? Certains savaient, d'autres ne savaient pas. Certains savent parce que l'avion présidentiel s'appelait la pointe de Sangomar. Alors, à cette pointe de Sangomar, il y avait le village de Djifer. Et à Djifer, il y avait l'usine de poissons qui, en son temps, avait complètement révolutionné la physionomie économique de la sous-région là-bas. Tous les villages, Niodior, Dionewar, Fad, tout ce monde-là, avaient complètement changé économiquement parce que l'usine de Djifer achetait tout le poisson qu'ils apportaient. Ça permettait aux populations de vivre. Ça permettait aux populations de vivre beaucoup mieux qu'avant. Parce que je peux vous dire qu'une famille pouvait se retrouver du jour au lendemain avec 1 million, 2 millions, 5 millions. C'est énorme. Alors, je le disais en son temps, si vous ne faites pas attention, si vous ne prenez pas les mesures adéquates maintenant, je ne sais pas si c'était possible de le faire en son temps, mais j'alertais que l'usine de Djifer, qui est aujourd'hui un fleuron dans l'industrie nationale, dans l'économie nationale, risque de se retrouver à 20 mètres sous les eaux. Non seulement la pointe de Sangomar s'est coupée sur je ne sais plus combien de kilomètres maintenant, mais ça fait au moins 5 à 6 kilomètres c'est coupé, mais l'usine de Djifer est sous les eaux à 50 mètres à peu près. Je ne sais même pas si c'est vrai, vous ne savez pas plus, mais ça a disparu. Le village lui-même, il est complètement menacé jusqu'à nos jours, il est menacé. Et des mesures n'avaient pas été prises pour éviter qu'on en arrive là? Bon, peut-être que les gens, comme je l'ai dit, ne savaient pas trop cette menace-là, l'impact. On en parlait, nous en parlions en tant qu'experts, en tant que météo, en tant que... C'est ça. Mais ça ne pesait pas trop sur la balance en son temps. Mais aujourd'hui, on se rend compte que voilà, c'est arrivé. On parle de Rufisque qui est menacé aujourd'hui, de Bargny qui est menacé aujourd'hui parce que la mer est en train d'avancer. Il n'y a même pas quelques jours, j'étais en train de suivre une émission à la télévision. Un jeune homme d'âge de 40 ans à peu près, qui montrait les limites de son village du côté de Palmarin. Il pointait du doigt, et là où il pointait du doigt, c'était à peu près à 200-300 km dans la mer. Le village était là-bas, là où la mer se situe aujourd'hui. Et c'est encore en train d'avancer. Donc tous ces phénomènes-là sont là. Il faut qu'on les analyse, il faut qu'on les observe, il faut qu'on leur prête l'attention nécessaire. Mais malheureusement, nous n'avons peut-être pas toujours toute l'expertise nécessaire. Ou quelquefois l'expertise est là, mais nous n'avons pas toujours les moyens de faire le suivi. Mais justement, c'est une question qui se pose aujourd'hui. On voit que le gouvernement du Sénégal est parti en Chine. Ils ont pu récolter là-bas pour les grands travaux du chef de l'État 2000 milliards de francs CFA. Ils vont aller aussi au club de Paris, pas club de Paris, au groupe consultatif pour chercher autant d'argent pour financer des infrastructures. Est-ce que vous pensez que la dimension environnementale est prise en compte dans ces travaux qu'on va mettre en place? Je suppose que ça va être pris en compte. Ça doit être pris en compte. Parce que fondamentalement, aujourd'hui, je crois que, d'ailleurs, parmi les pays qui sont cités en exemple dans le cadre des négociations sur les changements climatiques, le Sénégal fait un peu figure de proue. Nous avons nos contributions qui sont assez remarquables sur ce terrain-là. La direction de l'environnement ici fait un travail remarquable par rapport à ces questions-là. D'autres Africains, d'autres pays, le SAPSTA, qui est l'organe de recherche fondamental au niveau donc, de ces changements climatiques, celui qui a été le président pendant quelques années, c'est un Malien. Et c'est la crème vraiment mondiale en cette matière-là. C'était un Malien. Donc ça veut dire que déjà les Africains sont en train de s'inscrire dans ça. Et comme vous le dites, dans ce projet-là qui est en train d'être mis en place, je ne vois pas comment on ne peut pas ne pas mettre la dimension environnement dans des projets aussi importants. Et vous savez, j'aime bien donner quelquefois des exemples.
qui corrobore un peu tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est ça qui permet aux uns et aux autres de mieux comprendre et de mieux saisir la quintessence de ce qu'on est en train d'essayer de leur montrer. Je me souviens également, il y a quelques années de cela, un groupe de gens, ils sont venus me voir à l'aéroport et ils voulaient des données pluviométriques sur une série de très longues, beaucoup d'années. Alors ils voulaient redimensionner ou construire les rails. Le train qui faisait Dakar-Bamako. Parce que du côté de Koumpentoum, chaque année, il y avait une coupure systématique, peut-être que vous vous en souvenez, il y a quelques années de ça, assez une quinzaine d'années ou 20 ans, je ne sais plus, mais ça se coupait systématiquement du fait de la pluie. La pluie venait et ça ramenait tout, ça cassait tout. Et c'était systématique, ça venait régulièrement, de façon récurrente, du côté de Koumpentoum. Ils sont venus, ils étaient en train de voir comment ils pouvaient éventuellement donc, redresser la situation. Et ils m'ont dit, voilà, nous voulons des données de telle période à telle période. J'ai dit, c'est pourquoi faire. Ils ont expliqué, j'ai dit non. Si vous agissez comme ça, ça ne marchera pas. Parce que la période que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, c'est une période il y a longtemps et les choses ont changé depuis cette période-là. Donc vous risquez de lisser les choses et de vous retrouver avec des résultats qui ne signifient absolument rien du tout. Je crois que le message n'avait pas été saisi. Ils sont partis, ils ont fait le travail. L'année d'après, cette année-là, ça a été encore coupé. Je pense que maintenant ça a beaucoup changé, je ne sais pas trop. Mais c'est ça. C'est ça. Et malheureusement, vous savez, les organes qui auraient pu parler de ces questions-là pendant longtemps au Sénégal n'avaient pas forcément toujours droit au chapitre. On les écoutait un peu. Je vous parle de la pointe de Sangomar tout à l'heure, mais je sais que quand j'en parlais, je voyais dans la salle des gens qui riaient sous cap. C'est des chimères, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. Mais 2 ans après, c'était fait. C'est ça. Donc, certaines institutions de recherche, certains chercheurs, des Sénégalais, qui ont fait des études brillantes, fondamentalement, qui ont réussi à sortir vraiment de la masse, il faut qu'on leur permette de contribuer de façon fondamentale et de façon effective au développement de ces pays-là. Il faut qu'on apprenne à les écouter. Il ne faut plus qu'on continue à les marginaliser. Parce que ce pays-là, cette Afrique-là, regorge aujourd'hui des spécialistes de haut cadre, hautement formés, et qui savent ce qu'il faut et qui savent ce qu'ils disent. Mais il faut qu'on donne la possibilité de s'exprimer. Donc il faut qu'il y ait un effort entre le monde politique et le monde universitaire, qu'il y ait une passerelle d'échange. Absolument, absolument, absolument. Parce que ce qui est en train de se faire, c'est que peut-être l'État ne peut pas régler tout actuellement. Il y a des choses où il faut, nous autres, pays en voie de développement, commencer par zéro. Mais la technologie aujourd'hui est tellement bien faite, le niveau de technologie est tellement fort qu'il y a toujours ce que j'ai toujours dit dans mes discours, qu'il y a des possibilités de faire des bridges, de faire des ponts. Au lieu de chaque fois d'arriver à réinventer la roue, là où ça a réussi, quelquefois même dans certains pays africains, ça a été réussi. Au lieu de recommencer à zéro, mais on est allé copier là-bas, intelligemment, et le faire là où il faut le faire dans nos pays. Et à ce niveau-là, être capable de faire au moins des pas qualitatifs et avancer un peu dans le cadre du On parlait de l'impact des changements climatiques. Les chiffres qui ont été donnés aujourd'hui disent que les catastrophes naturelles ont coûté en 2010 366 milliards de dollars dans le monde. Que ça va impacter aussi l'agriculture africaine. Pratiquement 50% des terres africaines seront impactées par rapport au changement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont pris en compte ces questions fondamentales? Je pense oui. Je pense, parce que le fait, ça dépend de ce que vous appelez prendre en compte ou prendre en charge ces questions-là. Parce que si prendre en compte, ça veut dire que je sais que ça va arriver. Je sais que les changements climatiques sont là. Je sais que les changements climatiques, ou nous savons que les changements climatiques vont affecter notre agriculture. Parce qu'on l'a dit, on l'a redit, c'est dans tous les rapports du GIEC que le continent qui va être le plus frappé par les changements climatiques et le plus vulnérable, c'est le continent africain. C'est le continent africain. Mais est-ce qu'il y a un travail qui est fait justement pour que cet impact-là ne soit pas nuisible, ne soit pas très très profond? Vous savez, le travail qui doit être fait, d'abord ça doit être un travail collectif. Il n'y a pas un seul État qui dit
en matière de changement climatique, je vais régler mes problèmes au point. Je n'aurai plus de sécheresse, je n'aurai plus de ceci, je n'aurai plus de cela, la mer ne va plus avancer. C'est un travail mondial, c'est un travail collectif. C'est une synergie mondiale, c'est une synergie. Il faut que les uns et les autres, du point de vue des États, du point de vue des chercheurs, du point de vue des individus, que nous tous, en tant qu'Africains, nous acceptions de travailler ensemble. C'est seulement ça qui va changer les choses. Mais de façon isolée, de façon individuelle, en électron libre, ça va être extrêmement, voire impossible d'arriver à un changement durable si on veut ce changement-là. Et je pense que c'est un changement durable que nous voulons. Donc il faut que les politiques aient le courage d'aller vers des ruptures dans la pensée, dans la gestion des choses. Les institutions qui doivent contribuer fondamentalement au développement du pays, il faut qu'on donne les moyens à ces institutions-là. Un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas la science. Un pays ne peut pas se développer si la jeunesse n'est pas au centre de la connaissance. Développer un pays, c'est lui donner un savoir. C'est donner à sa jeunesse, parce que la jeunesse, c'est notre présent, mais c'est notre futur. Si nos jeunes sont bien formés, la connaissance est là, demain ils pourront construire. Et construire solidement. Et avancer comme tout le monde. L'éducation est des questions fondamentales. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que l'environnement est pris en compte dans l'éducation qu'on donne aux enfants dès le bas âge pour savoir le respect de l'environnement? Comment gérer son environnement du point de vue même dans les études, dans la formation? Est-ce que vous pensez que ces questions sont prises en compte? Je ne peux pas me prononcer sur le programme des écoles, je ne connais pas. Mais je sais que c'est fondamental. Si cet aspect-là est déjà pris en compte, je dis c'est tant mieux. Si ce n'est pas pris en compte, c'est plus que urgent de le faire. Parce que pour les changements climatiques, c'est maintenant qu'il faut agir. Parce qu'en 2050, il y aura 200 millions de personnes qui devraient se déplacer parce que touchées par les changements climatiques. Ah ben oui, mais il ne faut pas attendre 2050. Comment anticiper? C'est déjà là. Je vous donne juste l'exemple de deux pays au moins que vous connaissez. Vous avez entendu parler de la famine qu'il y a eu au Kenya il y a 2 ans. Absolument. Au Kenya, la sécheresse qu'il y avait eu là-bas. Ça s'est soldé par quoi? Parce que en ce moment, c'est lié au changement climatique, à la variabilité climatique. Le Niño, la Niña, vous en avez entendu parler. Ça a des effets extraordinaires dans cette partie du monde. Mais tout ça, ça va dans le cadre du climat qui change. Et il est arrivé dans cette zone, vers le nord du Kenya, une sécheresse extraordinaire. Le bétail, le cheptel, tout ça, ça disparaissait. Et forcément, ça a conduit aussi à des déplacements de population. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et ça a conduit aussi à quoi? À des gens qui s'entretuent, des gens qui volent le bétail pour aller vendre, des gens qui volent parce qu'ils ont besoin de manger, des gens qui se déplacent parce qu'il ne peut plus être là-bas, il n'y a plus de verdure, il n'y a plus de nourriture, il n'y a rien. Ils se déplacent et ils vont occuper des terres qui normalement ne sont pas les leurs. Quelque part, les changements climatiques peuvent impacter même sur la paix. Ah ben oui. Écoutez, je vais vous donner également un exemple sur cette question-là. Vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? J'ai un ami, un Ivoirien, qui était fondamentalement convaincu, il travaillait avec nous dans le cadre du GIEC d'ailleurs, que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, cette guerre-là, on pouvait chercher certaines racines dans le changement du climat qu'il y a là-bas, ou la variabilité climatique, le changement climatique, parce qu'on ne peut pas mélanger tout ça, mais en tout cas le climat qui a changé là-bas, qui a fait qu'au nord, où il y avait les plantations, la pluviométrie a changé, l'eau a changé, et puis voilà, les populations se sont déplacées pour voir là où on pouvait véritablement cultiver, faire des... La conséquence, pression sur la terre. Ça a créé des conflits. Des conflits. Ça a créé des conflits de personnes, des conflits d'intérêts. Des bétail. Des conflits de bétail. L'un dans l'autre, si vous y achetez un petit quelque chose, ça fait l'étincelle, c'est tout. Mais lui était fondamentalement convaincu que les changements climatiques avaient un rôle dans cette guerre-là. Est-ce que cette dimension holistique de cette question dans notre pays, vous pensez qu'il est pris en charge par nos gouvernements par rapport justement à ces changements climatiques, l'impact que ça peut avoir sur les questions de paix, les questions de nourriture, les questions d'alimentation? Aujourd'hui, on a vu en Grande-Bretagne le fleuve pratiquement débordé, il y a des inondations. Pour la première fois aux États-Unis, en Atlanta, on a vu la neige qui a fait qu'aujourd'hui les élèves n'ont pas pu aller à l'école parce que c'est très rare que ça ait de la neige là-bas. Au Sénégal, à Saint-Louis, 12 degrés. À Dakar,
on a des températures très basses. Les Sénégalais ne sont pas habitués à ça. Est-ce qu'on ne peut pas se réveiller un bon jour, qu'il y ait de la neige à Dakar? On ne sait jamais. Bon, qu'il y ait de la neige à Dakar, je ne pense pas que ça va arriver. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ces exemples que vous venez de citer corroborent, montrent aux sceptiques encore que le climat est en train de changer. Et les changements sont tellement radicaux. L'envergure des phénomènes extrêmes, on les appelle généralement des phénomènes extrêmes, cette envergure est telle que maintenant, on peut s'attendre à tout. Regardez les cyclones tropicaux, ce qu'ils sont maintenant. Non seulement du point de vue du nombre, mais du point de vue de l'envergure, et là où ils vont frapper. Là, ils frappent là des endroits où on n'avait jamais pensé en mémoire ou en pensée de météorologie que ça pouvait arriver là-bas. Vous m'auriez dit, quand j'étais encore jeune météorologiste ici, que ça peut arriver là-bas, je vous aurais donné, je vous aurais tenu mort du coup, parce que c'est impossible. Et ça arrive. Est-ce que le Sénégal est à l'abri de ça? Mais le Sénégal est à l'abri de ça. Je pense que le Sénégal a une entité qui s'occupe de l'environnement. Le ministère de l'Environnement. Non, les cyclones tropicaux, ça ne nous concerne pas. Ça ne joue pas sur notre zone. Certains cyclones qui vont frapper les États-Unis, par contre, prennent souvent naissance à partir de nos côtes ici. Oui, beaucoup disent que c'est à partir de Dakar que le cyclone ça prend naissance ici. Quand ça prend forme ici, ce n'est pas encore un cyclone. Mais c'est avec son évolution à travers la mer, etc., que ça prend la dimension. Donc Dakar est le point de départ de beaucoup de cyclones qui frappent les États-Unis. Oui, mais c'est même pas seulement Dakar. Mais ça prend forme même, ça peut même prendre forme au Tchad. Et arrivé chez nous, ça continue, ça va en mer et ça prend d'autres formes. Tout ça là, on sait. Mais je pense donc, comme vous le dites, le gouvernement du Sénégal, à travers ses départements, est avisé. Et je vous l'ai dit aussi, je pense que le Sénégal, dans le cadre des négociations sur les changements climatiques, je peux témoigner quand même qu'il y a eu une participation assez remarquable à ce niveau-là. Ça, il faut le dire. Maintenant, parce que dans tout ça, nous parlons de développement. Toutes les questions que vous êtes en train de soulever, c'est des questions de développement. Mais le développement, vous savez, c'est non seulement une connaissance, c'est la science, c'est la technologie, mais c'est aussi un comportement. C'est aussi un comportement. Parce que vous avez beau avoir de bons techniciens, de bons théoriciens, si dans la pratique, les choses ne sont pas faites de façon normée, de façon ordonnée, ça ne peut pas aller loin. Et surtout, je dis, toutes ces questions peuvent avoir une valeur ajoutée dans le développement du Sénégal si nous avons une vision. Si nous avons une vision des choses. Nous sommes là, voilà ce que nous gérons aujourd'hui, voilà ce que nous voulons régler dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Voilà où le Sénégal doit être dans 10 ans, si on n'a pas une vision claire de ces choses-là, pour pouvoir mettre les mécanismes qu'il faut, pour pouvoir mettre les stratégies qu'il faut, je vous assure qu'on va continuer à piétiner, à piétiner, à piétiner. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui dit souvent que actuellement le monde, il va tellement vite. Le monde va tellement vite, ça change tellement vite que quelqu'un doit courir. Mais alors très 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 vite pour rester sur place. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Absolument. Il faut courir très vite pour rester sur place. Pas pour faire un pas, mais pour rester sur place. Tellement le changement dans ce monde-là va très vite. Vont très vite. Et malheureusement, nous, pays en développement, nous ne sommes pas très nantis. Nous sommes pauvres dans beaucoup de choses. On a encore beaucoup de choses à faire. Mais je dis, ce n'est pas parce que nous sommes pauvres que nous ne pouvons pas avancer. Ce qu'il nous faut, c'est pouvoir utiliser les opportunités qui sont dans ce monde-là. Travailler en synergie avec les autres, avec les partenaires de développement. Donner des orientations claires et surtout avoir une vision claire de là où nous voulons aller. Mais tantôt vous parlez de comportement. Il faut un changement de comportement pour faire avancer les choses. On a constaté par exemple dans certaines capitales africaines, quand même, il y a la propreté qui est tenue. Vous allez à Banjul, au Kenya, au Ghana, à Accra, c'est propre. Mais Dakar fait partie de l'une des capitales les plus sales de l'Afrique. C'est un problème ça. C'est pas méchant, mais je vous dis, ma fille, elle a 6 ans.
Mais sa réaction chaque fois, c'est de me dire, mais papa, c'est trop sale ici. Et je lui montrais l'autre jour une petite photo qu'elle a trouvée dans mes documents. C'était en fait des maisons que quelqu'un est en train de proposer quelque part ici à Dakar. Mais c'était tellement bien fait, le canevas, tout ça là. Il me dit, mais c'est joli. J'ai dit oui. Il me dit, mais ici c'est bien. J'ai dit pourquoi? Il me dit, parce que c'est propre. Et quand tu sors, c'est pas propre. Ouais. Ça, c'est une enfant qui me dit ça. C'est la réalité. Dakar est très sale. Est-ce que ce n'est pas une sorte de démission qu'on a ici dans ce pays-là? Chacun s'occupe de son petit patelin. Quand on voit les choses se faire de mauvaise façon, personne n'intervient en disant oui, de toutes les façons, mettre de bourre. Oui, mais mettre de bourre, ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi sur ce mettre de bourre. C'est pas ça. Et encore une fois, je dis, parce que vous savez, je disais, c'est un comportement de développement. Mais si on ne prépare pas le comportement des gens aussi, ils vont continuer à faire la même chose, gérer la même routine, penser que l'échelle de valeur dans laquelle ils sont, c'est la bonne échelle de valeur. Parce qu'ils ne voient pas autre chose. Ils ne voient pas autre chose. Et pourtant, ils devraient pouvoir voir autre chose. Dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, on ne voit pas quand on ne veut pas voir. On n'apprend pas quand on ne veut pas apprendre. Parce que Internet est là. Vous ouvrez Internet, vous avez tout. Même ceux qui ont juste un niveau de CM2, ils peuvent apprendre tout ce qu'ils veulent dans Internet. Donc si on veut apprendre, si on veut ouvrir les yeux, on les ouvre et on apprend. Maintenant, comment orienter ce monde-là pour qu'ils apprennent, pour qu'ils lisent, pour qu'ils regardent ce qu'il y a ailleurs, et qu'ils aient d'autres échelles de valeur sur lesquelles nous pouvons appuyer notre développement et changer fondamentalement le comportement des uns et des autres. Ça aussi, il y a quelqu'un qui doit répondre de ça. Les gens, les uns et les autres, ne se forment pas comme ça. Ce sont nos élites qui doivent montrer le bon exemple. Est-ce que vous êtes persuadé aujourd'hui que les élites que nous avons dans nos pays aujourd'hui montrent le bon exemple? Je pense que quelque part, il y a une démission quelque part. Il y a aussi, comme je vous le disais tantôt, des conditions qui ne sont pas créées pour que ces gens qui devraient le faire puissent s'extérioriser. La valeur ajoutée qu'ils devraient apporter, mais on ne crée pas les conditions pour qu'ils l'apportent. Parce que ce sont les politiciens qui piègent le pays, c'est ça? Je ne sais pas si c'est les politiciens eux-mêmes qui piègent le pays. Parce que vous savez, les politiciens, c'est qui les mettent à la tête de l'État. C'est nous. C'est nous. S'ils font mal, on devrait pouvoir leur dire, vous faites mal. On les enlève de là. Mais chaque fois qu'il faut qu'on cautionne les mêmes choses, et qu'on en fasse vraiment un mode de vie, un mode d'existence, un mode de développement, tout en sachant que ça ne marche pas et ça ne va pas, on continue à le faire. Mais je dis, et c'est les politiciens et c'est nous-mêmes. C'est les politiciens et c'est nous-mêmes. C'est quoi la solution alors? La solution, c'est de faire de façon à ce qu'on arrive à une rupture. À des ruptures systématiques. Comment? Mais les ruptures, ce serait déjà de faire comprendre à ces gens-là, et je crois qu'il y a des voix qui sont en train de s'élever dans ce sens-là. Que ce soit au Sénégal, que ce soit ailleurs, de plus en plus, les Africains et les Africains des fins fonds commencent à dire « je ne veux plus de ça, nous ne voulons plus de ça ». Je suis souvent vos émissions. Vous êtes en train d'éveiller le monde, d'éveiller les Sénégalais dans un sens ou dans un autre. C'est pour frapper leur conscience. C'est pour leur permettre éventuellement de comprendre que ça peut être autrement. Et qu'il y a des fils du Sénégal qui peuvent éventuellement contribuer fondamentalement au développement de ce Sénégal-là. Malheureusement, comme vous dites, ils sont marginalisés pour beaucoup de raisons. Il y en a qui disent, je ne veux pas rentrer dans la politique. Je ne veux pas rentrer dans ceci ou dans cela. Et nous perdons beaucoup. Nous perdons des experts. Nous perdons des gens qui auraient pu apporter à notre jeunesse des éléments fondamentaux pour, ne serait-ce que pour refaire revivre à cette jeunesse-là qui en manque aujourd'hui d'espoir. Absolument. Les jeunes n'ont plus d'espoir. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que les efforts se fassent de part et d'autre, aussi bien de ces intellectuels sénégalais qui sont là, qui semblent dire que nous, on est dans le cocon, on ne sort pas de notre cocon, on essaie, on laisse faire, on voit les choses, chacun s'occupe de ses propres problèmes, et les gouvernants aussi qui doivent dire qu'il y ait un link entre ces intellectuels, ces Sénégalais qui sont bons dans les domaines dans lesquels ils sont, et ceux-là qui sont chargés de mener la politique pour qu'il y ait une synergie pour l'intérêt du Sénégal. Absolument, absolument. Sans synergie dynamique, on ne peut pas y arriver. Ceux qui restent dans le concours disent ça ne me concerne pas parce que je ne suis pas consulté, sont aussi fautifs que les politiciens qui sont en train de faire autre chose. Ils sont aussi fautifs.
Je pense que si nous sommes tous conscients qu'il faut que le Sénégal se développe, parce que vous, comme moi, le Sénégal de demain, c'est notre Sénégal, parce que le Sénégal de nos enfants. Peut-être pas vous, mais les gens de ma génération, nous sommes tous de l'autre côté de la courbe de Gauss. On est en train de finir. Mais ça ne veut pas dire que je dois baisser les bras, parce que c'est fini pour moi. J'ai laissé des enfants. Et je ne voudrais pas que ces enfants, que je les laisse une patrie meurtrie, une patrie en pleurs. Je ne veux pas de ça. Donc je n'ai pas le droit de dire, non, je ne participe pas. Il faut d'une façon ou d'une autre participer à ces débats-là. Même si on n'est pas impliqué dans la politique, on doit pouvoir trouver des moyens pour alerter les jeunes, pour alerter la population, ouvrir les yeux aux jeunes. J'étais quelque part, il n'y a pas très longtemps. Vous savez ce qui m'a frappé quand je suis arrivé? J'ai cherché un ami. Et on m'a demandé d'aller les chercher quelque part dans une grande place, quelque part. Alors je suis arrivé là-bas, j'étais ahuri. C'est les gens de mon âge. Ils étaient en petit groupe, Damier, Bolot, Yote, je ne sais plus comment ça s'appelle là. J'ai dit bonjour, personne ne me répondait parce qu'ils étaient tellement préoccupés par ce truc. Des retraités. J'étais choqué. Franchement, j'étais choqué. Pourquoi? Parce qu'en marche aussi, je voyais tout autour, il y avait des groupes de jeunes, des désœuvrés qui ne faisaient rien, qui étaient dans les Jakarta, les mobilettes là, etc., qui s'occupaient de tout, sauf le développement. Ils s'occupaient que de survie. Ils s'occupaient que de leur désespoir. C'est ce qu'ils faisaient. Alors que ces gens qui étaient assis là-bas, pour la plupart, c'est des gens qui ont travaillé dans le gouvernement, qui ont même occupé des rangs extrêmement élevés dans ce gouvernement, qui ont travaillé dans l'international, qui ont une expertise avérée, qui auraient pu apporter énormément, qui ont apporté en son temps au pays, mais qui encore peuvent apporter à ce pays-là, à cette jeunesse-là, au moins c'est leur expertise. En prenant en charge les jeunes? Même pas en prenant en charge. Mais imaginez tous ces petits jeunes-là. On ne peut pas les changer du jour au lendemain. Mais si on crée une dynamique qui fait que de temps en temps on les regroupe, c'est leurs enfants. Ils les regroupent, ils leur font une petite conférence sur ceci, sur cela, pour changer les comportements, pour leur donner un espoir, pour qu'ils puissent se retrouver, faire autre chose. Cette localité dont je parle, c'est une localité où on peut faire beaucoup d'agriculture, beaucoup de culture. Alors, où ces intellectuels, ou les politiciens, ce qu'ils font de temps en temps, ils viennent, ils organisent un tanibère, ils organisent un sabbat, ils organisent je ne sais pas quoi encore, des manifestations, où ils mettent, disons, 1 million, 2 millions, 5 millions, ou même 300 000. Et ils le font de façon récurrente, ils le font de temps en temps, suivant le rythme de la politique. Alors, je dis, si au lieu de faire des tanibères, des trucs comme ça, là, on regroupait ces jeunes, ces millions, 1 million, 2 millions, 500 000 qu'ils leur donnent, ils leur disent, écoutez, nous voulons que vous vous débrouillez. Nous voulons le développement du Sénégal. Organisez-vous en conséquence. Vous avez des terres ici. Achetez des bœufs. Achetez des charrues. Demandez à la mairie de vous donner des terrains. Vous cultivez pendant une année et vous fixez une sorte d'orientation où vous dites, dans un an, nous voulons produire 10 bœufs, 10 moutons, 10 chèvres. Nous pouvons à la fin de l'année nous retrouver avec une récolte d'une tonne, 2 tonnes. L'année prochaine, l'année d'après, on fera ça, ça, parce qu'on aura vendu ça et ça. On les accompagne. Vous ne pensez pas que ça pourrait changer quelque chose? Absolument. Au lieu de laisser ces jeunes-là à la drogue, parce que c'est ce qu'ils font, souvent. Vous les laissez à l'alcool, vous les laissez à la prostitution, parce que s'ils ne touchent pas vos enfants, pour le moment, donc croyez-moi, ils les toucheront tôt ou tard. Et ça, c'est la responsabilité du troisième âge qui doit encadrer les jeunes. Ils les voient. Quand tu leur parles, ils te disent, mais c'est dur ici, il n'y a rien à faire, on n'a pas les moyens. Les moyens, ce n'est pas toujours l'argent. Je regrette, mais les moyens, ce n'est pas toujours l'argent. L'argent, c'est important. Mais il est important également, quand on sait qu'on ne peut pas se défendre de cette manière-là, mais on crée toujours les moyens. Il y a un dicton qui dit souvent en anglais, whenever there is a will, there is a way. S'il y a le besoin qui est là de faire la chose, la voie sera là. Il faut aller cette voie-là.
Mais est-ce que c'est ça qui explique aujourd'hui que vous, malgré votre retraite, que vous êtes mis à l'agriculture? Bon, moi, je me suis mis à l'agriculture parce que peut-être c'est mes racines paysannes qui ont ressurgi maintenant. Mais je le fais parce que je l'aime. Et je sais aussi. Ça peut nourrir son homme? Ça peut nourrir son homme et c'est bien pour ce pays-là. Parce que, je vais vous dire une chose, il y a de cela quelques années, j'ai un ami, il m'a dit, écoute, Alioune, on parle partout de révolution dans notre pays. Il faut changer les choses, il faut faire les ruptures. On n'y arrive pas toujours. Je pense que si chacun d'entre nous acceptait de faire à son niveau personnel, cette révolution-là, on n'aura peut-être pas tout changé, mais on aura chiffré beaucoup de choses. J'ai pris ça comme une viatique et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui aussi. J'ai travaillé aux Nations Unies, je suis revenu, je me suis dit, je peux m'investir ailleurs. Je suis allé vers la terre, et je vous assure que je ne le regrette pas du tout. J'y apprends énormément de choses et j'aime ce que je suis en train de faire. Et les gens qui sont dans le village où je suis, crois-moi, tous les jours, il y a des gens qui viennent pour regarder ce que je suis en train de faire. Ils viennent, ils tapent. Est-ce qu'on peut regarder? Parce qu'on nous a dit que ce que vous êtes en train de faire ici, j'ai dit, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas extraordinaire, c'est à dimension humaine. Mais nous voulons le faire, nous le faisons parce que nous y croyons. Et mon ambition est de faire croire à tous les jeunes de cette localité-là que c'est possible de faire quelque chose. En allant vers l'agriculture, en allant vers l'élevage. C'est possible. Vous faites quel type d'agriculture? Mais écoutez, j'ai mis un verger, j'ai mis des arbres fruitiers, je suis en train de faire du maraîchage. Dimension humaine, hein, ce n'est pas industriel. J'ai fait des poules, j'ai fait des oiseaux rares. Et puis voilà. Pour nourrir la famille, c'est ça? Oui, pour nourrir ma famille. Mon ambition, évidemment, c'est de faire de façon à ce que mes enfants, d'abord, ils aiment ça, ils l'adorent. Maintenant, chaque week-end, mes enfants, ils me disent, on va au champ. Et ça me fait un plaisir immense. Et je vois qu'ils s'investissent dedans. Ils sont en train de s'investir véritablement dedans parce qu'ils savent que c'est bien. C'est bien. Et c'est ça que je voulais leur faire comprendre. Que c'est possible de le faire et que c'est bien. Et je sais que c'est possible de le faire et c'est bien. Et que dans d'autres localités, on devrait aider les jeunes à s'orienter vers autre chose. Mais justement, c'est ça souvent. Parce que les jeunes, on peut pas, ça ne peut pas être une monosens. Comment les orienter, comment les aider? Oui, il faut les orienter. Les orientations doivent être multiformes aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'université, sortir de l'université, sortir avec un diplôme d'université et puis... Non, il y a des choses qu'on peut faire autrement, qui sont aussi rentables qu'un diplôme de professeur d'université. Ils peuvent être aussi rentables pour ces pays-là qu'à ce titre-là. Ils peuvent être aussi rentables pour ces jeunes-là. Mais il faut les aider à aller vers ça. Parce que je vous le disais tantôt, la jeunesse aujourd'hui, pas seulement au Sénégal, a perdu espoir. Il faut que l'Afrique, cette jeunesse africaine, retrouve son espoir. Et c'est à nous de leur inculquer cet espoir-là. Ils l'attendent de nous. Parce que ce sont nos héritiers. Il faut que en qualité d'héritier, qu'ils puissent trouver en nous une certaine providence. Pas des larmes de main. Ce n'est pas juste. Vous avez travaillé dans l'environnement, qui est une question fondamentale. Aujourd'hui, on voit dans tous les grands projets, on parle d'environnement. Il y a beaucoup d'argent autour de l'environnement. On parle même d'emplois verts. Est-ce qu'il est possible de créer des emplois verts au Sénégal? Que ces gens comprennent c'est quoi les emplois verts? Vous savez, tout est possible maintenant. C'est un problème de volonté, d'y croire, et surtout d'une volonté politique derrière. Une nation, un pays ne peut rien faire s'il n'y a pas une volonté politique derrière. Que ce soit l'industrie, que ce soit la science. Je vous assure que les gens qui sont à la recherche à l'Université de Dakar, ils ont besoin de budget, ils ont besoin de machines, ils ont besoin de ceci et de cela. Mais s'il n'y a pas une volonté politique derrière pour les accompagner, leur dire que voilà vos besoins, ça nous intéresse, on va vous aider dans ce sens-là, vous allez toujours créer des gens qui sont là, qui disent non. Ça ne marche pas, donc je baisse les bras. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras en Afrique. Nous n'avons pas le droit. Il y a tellement d'enjeux. Parce que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui, le Sénégal est parti en Chine chercher de l'argent, ils vont en France chercher de l'argent aussi. Il y a 30 ans, la Chine était aussi dans la misère que le Sénégal. Aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième puissance pratiquement mondiale qui prête de l'argent aux États-Unis. La Chine, c'est un grand pays, c'est le plus grand pays au monde, le plus grand pays en développement au monde. Mais qui travaille. L'Afrique, c'est le continent où il y a le plus
de pays en voie de développement. La Chine est en train de faire de grands pas. La Chine est en train de rivaliser de façon très égale maintenant avec les États-Unis, avec les pays européens, etc. Parce qu'ils ont une culture du travail en Chine. Parce que, j'ai dit, parce que ils ont une vision. Ils ont une vision de demain. Ils ont une vision de la Chine de demain. Et ils mettent les stratégies, les mécanismes et les orientations qu'il faut pour que cette Chine-là avance. C'est ça, quoi qu'on dise. Ça qui manque et dans pour nos nous pays, autres la Africains vision. maintenant, pour nous autres Africains, quel est l'intérêt qu'on a par rapport à la Chine? C'est de comprendre que ces gens-là, il y a 50 ans, ils étaient pratiquement comme nous. Comment ils ont fait? Mais ils ont fait un pas qualitatif. Comment ils ont fait? Et donc cette Chine-là, que ça nous serve De leçon. disons, de repère. Que c'est possible. Quand bien même on n'a pas les mêmes richesses, quand bien même on n'a pas les mêmes moyens. Mais que ça nous serve de repère. Ensuite, aujourd'hui, comme cette Chine est en train de se tourner vers nous, quelque part, parce que quoi qu'on dise, il y a des similitudes entre la Chine quand même Et nos pays. et nos pays. Cette Chine-là, on peut dire au moins que c'est un bon partenaire. Un partenaire, c'est quoi? C'est quelqu'un avec qui on peut s'asseoir d'égal à égal et discuter. Quelqu'un avec qui on peut dire nous allons faire un partenariat dans le win-win. Vous gagnez, nous gagnons. C'est possible. Les Chinois, ils sont là en Afrique. Un peu moins peut-être en Afrique de l'Ouest, mais si vous allez en Afrique de l'Est, ils sont là, ils sont présents en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. J'ai été très curieux. Dans un de mes voyages, j'étais au Congo, j'étais au marché, j'ai trouvé un Chinois avec son fourneau et son maïs. Il était là en train de cuire et de le vendre comme on le fait ici, un Chinois. Je me suis arrêté, j'ai failli prendre une photo de ce monsieur-là. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils s'intègrent. Parce que le développement aussi, c'est ça. C'est les hommes. Dans une Vous disiez certaine tantôt que les intégration. Chinois ont une vision. Est-ce que nous, dans nos pays, on a une vision pour développer le Sénégal? Je ne suis pas convaincu. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Ça, c'est mon opinion personnelle. En tant que Sénégalais, en tant qu'Africain. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas la solution. Mais je dis encore une fois, une vision, c'est d'abord de comprendre qu'il nous faut des hôpitaux. Il nous faut des jeunes. Il ne faut plus laisser les femmes là mourir pour des problèmes d'accouchement. Et on est en train de jeter de l'argent dans du n'importe quoi. Je n'appelle pas ça une vision. Quand je vois les jeunes qui sont en train de sortir de l'école, mais j'ai quelquefois, je n'en ai plus les cheveux, mais j'ai failli dire les cheveux qui se dressent. Ils sont là, ils sont nombreux. Et croyez-moi, tous ces jeunes-là, quand vous leur parlez, et puis vous sentez qu'il y a une angoisse quelque part. Un manque de repères. Ils n'ont plus de repères. L'échelle de valeur que nous avions en son temps, c'est parti. Il n'y a plus d'échelle de valeur pour ces jeunes-là. Ils font du n'importe quoi la plupart du temps. Et souvent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont même pas... Les parents ne sont pas nantis. Voyez-vous, quelquefois même, ceux qui sont de familles très, très riches, c'est souvent ces gens-là qui vont à côté. L'appel de la rue est beaucoup plus fort quelquefois de ce côté-là. C'est dramatique. Il faut donner à la jeunesse la science, l'éducation, la morale, l'organisation, la méthode. C'est ça qu'il faut donner à notre jeunesse. À partir de ce moment, on peut construire un pays. On ne peut pas construire s'il n'y a pas de connaissance. Ce n'est pas possible. La connaissance, c'est d'abord les jeunes. Il faut leur donner cette connaissance-là. Il faut donner aux universités la possibilité vraiment de former ces jeunes, ces écoles et tout, mettre le paquet là-dedans. L'essentiel a été dit. Nous étions avec Alioune Ndiaye, ancien directeur de la météorologie nationale du Sénégal, ancien directeur régional pour l'Afrique à l'Organisation mondiale de la météorologie. Alioune Ndiaye est prix Nobel de la paix. Il fait partie de l'équipe d'Al Gore qui avait gagné le prix Nobel de la paix en 2007. Ce diplôme lui a été décerné, lui Alioune Ndiaye, un prix Nobel de la paix. Il fait partie des Sénégalais qui ont reçu ce prix-là. Aujourd'hui, nous l'avons invité sur ce plateau de la TFM pour parler à la jeunesse sénégalaise, pour parler de notre pays, pour voir aussi comment les jeunes aujourd'hui peuvent prendre exemple sur ces aînés pour faire avancer les choses. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous pour nous regarder, suivre cette émission. Au revoir.